Oui, allô? Ah bah voilà, c'est bon, ça va? Bonjour à tous et merci de vous être déplacés pour notre 19e matinale professionnelle. Cette fois encore, vous avez répondu en nombre à notre invitation et c'est pour cette raison que nous nous trouvons dans cette salle, dédiée normalement au rock. Mais aujourd'hui, ce matin, donc, place à la bande dessinée. Voilà. Aujourd'hui, c'est la maison Casterman qui est à l'honneur. C'est la maison d'édition de bande dessinée la plus ancienne. C'est même une des maisons d'édition, on parlait tout à l'heure, une des maisons d'édition les plus anciennes d'Europe, carrément. Encore plus, je pensais. Voilà, qui est donc aussi la plus symbolique, puisque éditeur de Tintin, de Corto Maltese, d'Alix, de Chevalier Ardent, et aussi des auteurs plus contemporains comme Tardy ou Schuiten. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Je suis aujourd'hui donc très heureux de recevoir Benoît Mouchard, donc, que je connais depuis de très nombreuses années, pas loin de 20 ans je pense. Donc en fait Benoît qui paraît jeune, est un très ancien dans la bande dessinée. Je sais pas, c'est... Ouais, pour vous donner un peu une idée, Benoît a édité ce livre, il n'avait pas 20 ans. Donc voilà, c'est quand même intéressant de le préciser. C'est impressionnant. Voilà, et puis fin 2012, Gallimard rachète le groupe Flammarion, dans lequel se trouve la pépite Casterman. Des bouleversements vraiment importants pour une maison d'édition, enfin comme le groupe, comme un groupe comme Flammarion. Et voilà, en fait la nouvelle direction a eu l'intelligence, moi je le pense très fort, de choisir Benoît comme directeur éditorial des éditions Casterman. Casterman est sans doute un des plus vieux éditeurs d'Europe. C'est une maison qui a été fondée en 1780 en Belgique, enfin ça ne s'appelait pas la Belgique à ce moment-là, mais à Tournai. Et c'était à la fois une activité d'imprimeur et d'éditeur pour des livres religieux. Et parmi les illustrateurs de ces livres pieux, il y avait un illustrateur qui s'auto-éditait en fait, avec le rédacteur en chef de ce journal du XXe siècle, donc c'était bien sûr Hergé, qui donc de 1930 à 1934 est un peu un précurseur de l'auto-édition, et il imprime ses livres en fait chez Casterman, mais simplement donc Casterman en tant qu'imprimeur. Charles Laine, qui était éditeur chez Casterman, propose à Hergé assez vite de publier donc, les aventures de Tintin, donc ça commence avec Les Cigares du Pharaon, et aussi assez vite Charles Laine, qui est un éditeur très important pour le succès de Tintin, suggère que Tintin soit mis en couleur. Casterman, à partir des années 50, développe des activités dans le domaine du livre pour enfants, avec notamment un autre best-seller qui est Martine. Mais en dehors de Tintin, relativement peu de bandes dessinées jusque dans les années 60, date à laquelle Jacques Martin, qui est un des collaborateurs d'Hergé au studio Hergé, et qui publiait dans le journal de Tintin et aux éditions du Lombard les séries Alix et Le Franc, François Crenals également avec Chevalier Ardent, à l'époque Casterman publie aussi Pezzi, et arrive dans les années 70 un jeune éditeur qui s'appelle Didier Plateau, et qui en fait, j'étais avec lui hier, il a été engagé parce qu'il était jeune en fait, c'était une maison qui était assez ancienne, fondée en 1780 comme je disais tout à l'heure, et donc il était là, il s'ennuyait un petit peu, et il a vu arriver des livres d'un dessinateur italien qui mettait en scène un marin un peu mystérieux. Et il a commencé à publier donc Corto Maltese comme si c'était un album standard, comme un album de Tintin, donc format que vous connaissez, format album, couleur, etc. Et ça a été un flop total. Corto Maltese dans ce format-là, à ce moment-là en tout cas, n'a absolument pas marché. Et il a beaucoup discuté avec Hugo Pratt, et il s'est dit, ben, écoute, ce que tu fais finalement, c'est du roman en bande dessinée.
Pratt d'ailleurs ne disait pas qu'il faisait de la bande dessinée, il disait que c'était de la littérature dessinée. Et donc Didier Plateau lui dit je pense qu'il faudrait publier tes histoires comme si c'était des romans. Donc c'est comme ça qu'est parue La Balade de la mer Salée au milieu des années 70, en 75, primé à Angoulême l'année suivante, en janvier 76. Et le succès de ce livre, qui était à l'époque vraiment un ovni, puisque dans la bande dessinée européenne, on n'avait pas l'habitude de voir des livres avec une présentation relativement luxueuse, des livres de bande dessinée. Il y avait eu Losfeld quand même qui l'avait fait à la fin des années 60. Donc il y a eu ce succès de La Balade de la mer Salée, la première grande aventure de Corto Maltese. Et donc, fort du succès de La Balade de la mer Salée, il réunit donc Didier Plateau autour de lui des jeunes auteurs, Jacques Tardy, Jean-Claude Forest. Il fait venir également des plus jeunes comme François Skelton, qui viendra un peu plus tard. Et donc il décide de lancer ensemble des livres sur le modèle donc d'une pagination non contrainte par les standards dont on parlait tout à l'heure, quelque chose de plus romanesque, de plus adulte aussi, et aussi en noir et blanc. Et c'est comme ça que paraît ici même, de Tardy et Forest, que va paraître aussi Bramruse de Auclair. Et vous connaissez la suite, évidemment, avec l'arrivée de Munoz et Sampaio qui vont dessiner à Laxiner dans à suivre, enfin le Barajo puis Laxiner, qui était paru chez un autre éditeur auparavant, Skelton et Peters, et puis Jean-Marc Rochette avec Le Transpersonnage, puis il y avait aussi Le Café de la Plage, Régis Franc. Il y a eu comme ça donc une grande période, et aussi une revue qui s'appelait À Suivre, qui de 78 à 97 a été vraiment, je crois, un lieu de publication important pour ce qu'on n'appelait pas encore les romans graphiques, mais qui avec le recul sont des romans graphiques. Donc dans les années 90, À Suivre va s'arrêter. C'est la période un peu difficile de la bande dessinée où les revues, les magazines, les journaux s'arrêtent. Et c'est comme ça en fait qu'est né, c'est un peu par défaut, parce que À Suivre ne jouait plus ce rôle, qu'est née l'association. Et donc dans les années 2000, on va dire, il y a eu un nouveau directeur qui s'appelait Louis Delas, qui a fondé notamment avec Benoît Peters comme conseiller éditorial la collection Écriture, dans lequel sont parus des talents comme Craig Thompson, Catel Eboquet, Charles Masson, Fred Bernard, et j'en oublie encore, pardon, Danny Bouchy aussi. Il a également fait venir chez Casterman Enki Bilal. Il a lancé un très beau succès qui est Magasin Général. La nouveauté arrive dans 15 jours, de Loisel Électrique. Il a également permis l'émergence d'un des jeunes talents les plus remarqués de ces dernières années, qui est Bastien Vives. Aujourd'hui, donc, nous continuons. Moi, je suis arrivé en mars 2013, le mois où on a lancé donc Last Man, la série de Bastien. Et moi, j'ai commencé par vous parler du passé parce que je crois qu'on ne peut pas. C'était aussi une réflexion que j'avais lorsque j'étais directeur artistique du Festival d'Angoulême. On ne peut pas arriver dans un endroit et faire comme si on partait de zéro. Évidemment, c'est faux, surtout avec une histoire aussi riche et aussi importante. Et je crois qu'il faut, au contraire, essayer de consolider les piliers. Et une des premières choses que nous avons voulu faire avec Charlotte Gallimard, qui est la directrice générale de Casterman, ça a été de renouer contact avec les ayants droit d'Hergé. Il n'y avait presque plus, depuis très longtemps, il n'y avait plus de nouveaux livres autour d'Hergé, autour de Tintin chez Casterman. Et moi, je pensais qu'il n'était pas possible de construire le futur de Casterman sans revenir à cette fondation importante, puisque ça fait donc 80 ans que Casterman publie la bande dessinée, et pas n'importe quelle bande dessinée, c'est Tintin. Donc on a commencé à travailler
très tôt avec Fanny et Nick Rodwell et Didier Plateau, incidemment dont je parlais, qui maintenant travaille chez Moulinsart. Et on a publié donc récemment Raskar Kapak, et on va publier en novembre un autre livre qui s'appelle Les Trésors de Tintin. Ça a relancé les ventes du fonds, modestement mais quand même, et surtout ça a re-indiqué, redit dans le métier de la bande dessinée que Casterman était la maison d'Hergé, ce qui est quand même important. Il fallait, à partir de ces grandes figures, essayer de voir ce qui définit Casterman et ce qui différencie Casterman par rapport à d'autres éditeurs. Et donc avec l'équipe que j'anime, c'est de demander qu'est-ce qui donc faisait la différence. Et on est arrivé à ces 4 termes qui nous semblent vraiment définir la ligne de la maison depuis qu'elle publie de la bande dessinée. C'est romanesque, que ce soit Tintin, Tardy, Pratt ou les autres, c'est vraiment la fiction et l'imaginaire qui sont importants. C'est moderne, c'est-à-dire que ce n'est pas avant-gardiste, c'est ni alternatif, mais c'est quand même toujours soucieux de l'air du temps, d'une certaine actualité, même quand il est question du passé. C'est accessible, donc c'est pas la bande dessinée expérimentale. Il faut savoir aussi où on est et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est ambitieux. C'est d'ailleurs ambitieux dans la mesure où les artistes qu'on publie, j'emploie le mot artiste à dessein, ont une personnalité très forte. Aujourd'hui, la bande dessinée, je crois, a la chance d'être en France un secteur du livre qui se porte encore bien, même si c'est difficile, puisque, comme vous le savez, il y a 4000 nouveautés par an. On en parlait hier avec Didier Plateau, dans les années 80, il y avait 500 nouveautés par an, et je crois 37 millions d'albums vendus, en 83-84. En 2013, il y avait 4000 albums qui sont parus, et seulement entre 40 et 42 millions, avec en plus un astérix dans le paysage, ce qui veut donc dire que le gâteau a de plus en plus de parts, mais que les parts sont de plus en plus petites, quoi. Et donc c'est beaucoup plus difficile pour les auteurs. Et donc c'est pour ça aussi que, évidemment, parfois ils sont obligés de faire un livre parce qu'ils doivent se nourrir, tout simplement aussi, mais ça, c'est à nous de faire attention et de parfois refuser un projet en disant c'est pas pour nous, ce sera peut-être pour quelqu'un d'autre, mais nous, on ne peut pas faire ça. Un des défis que nous avons, c'est aussi de recruter de nouveaux auteurs, de faire venir chez Casterman qui pourrait avoir l'image d'un panthéon, avec tout ce que ça a de prestigieux, mais aussi d'un peu poussiéreux. Donc c'est pour ça, par exemple, que nous avons fait venir au printemps dernier l'équipe du professeur Cyclope, qui est une équipe composée d'auteurs qui, vous le savez, publient d'abord en ligne dans une revue donc, qui s'appelle le professeur Cyclope, des histoires qui correspondent tout à fait à l'idée qu'on a de Casterman. De quoi pourrais-je parler d'autre sur Casterman et sur les projets de Casterman? Je ne sais pas, peut-être que je pourrais... Est-ce qu'on a des questions? Voilà, ouais. Ben justement, comment on explique que la France soit une exception sur la bande dessinée? Ben, je pense que c'est lié, encore une fois, à une tradition qui est que pendant un moment, à Noël, on offrait des albums de Tintin. À partir des années 60, il y a eu un succès énorme. En fait, avant Astérix, il n'y avait qu'un seul succès en librairie de bande dessinée, c'était Tintin. Tous les auteurs anciens le disent, il n'était pas possible d'imaginer un succès en dehors de Tintin. C'est-à-dire que les autres auteurs vivaient à travers ce qui paraissait dans la presse. C'était vraiment leur revenu. C'était des journalistes, en fait. Enfin, des journalistes qui publiaient pour des journaux, en tout cas. Et à partir d'Astérix, en fait, Astérix a été vraiment un moment crucial, puisque les livres de bande dessinée ont commencé à mieux se vendre. À partir des années 80, il y a eu de plus en plus de librairies spécialisées, ce qui est aussi unique au monde. Hein. C'est aussi des entrepreneurs comme Marc et des passionnés qui ont su comme ça se lancer dans ces projets, parce qu'il y a
dans presque toutes les villes moyennes de France, maintenant, il y a une librairie consacrée à la bande dessinée. La loi Langue aussi, en France, a été importante. Hein. Les pays étrangers nous envient vraiment ce prix unique. Et puis, on a eu aussi donc, des talents formidables et la possibilité, justement, d'avoir, contrairement à... En fait, aux États-Unis, il y a l'underground, et puis il y a la bande dessinée de super-héros, mais il n'y a pas de choses intermédiaires. Et en francophonie, il y a eu comme ça, sans doute aussi grâce à des gens comme Goscinny dans Pilote, cet équilibre dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que Goscinny disait toujours il ne faut pas suivre les goûts du public, il faut le devancer. Et pour ça, il faut quand même un moment aussi que le public suive. Donc quand il fait Pilote, il publie Astérix, il publie Achille Talon, il publie Blueberry, il publie Valérian, mais il publie aussi Fred, il publie aussi Rézère, Druillet, à des moments où ces auteurs-là n'ont pas la réputation qu'ils ont aujourd'hui. Donc tout est vraiment une question d'équilibre, et cette particularité, enfin cette force vient aussi des éditeurs, puisqu'il y a eu cette émulation aussi, peut-être grâce, puisque je parlais tout à l'heure à suivre, etc. Didier Plateau disait aussi qu'Angoulême a été important. C'est-à-dire qu'avoir des prix à Angoulême, donc publier des livres qui sont reconnus et légitimés par un prix, a été aussi un moteur parfois. En tout cas, pour Casterman, ça a été le cas, puisque si la balade de la mer Salée n'avait pas eu un prix à Angoulême, les ventes n'auraient peut-être pas décollé comme elles ont décollé à ce moment-là, et peut-être qu'à suivre n'aurait jamais été créé. Donc il y a aussi cet événement, je le dis, qui est unique au monde, puisque pendant 4 jours, on parle de bande dessinée, et dans tous les médias, ce qui n'arrive pas. L'incarnation, en fait, ça montre aussi l'ouverture peut-être que Casterman peut avoir aujourd'hui. Xavier Musat est venu me voir il y a à peu près 1 an, en fait. Hein, c'était en septembre l'année dernière. Et il me dit, ouais, je voulais te voir. Donc ça faisait 10 ans ou 12 ans qu'il n'avait pas fait de bande dessinée. Parce qu'on m'a dit que tu étais chez Casterman maintenant, et je me suis dit peut-être tu pouvais être intéressé par quelque chose que je te présenterais. Donc je dis bah oui, pourquoi pas. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte 300 pages. Il sort 300 pages, ce qui est très rare en littérature, c'est très fréquent. Et on a eu le cas, donc j'ai eu la chance d'avoir le cas pour 3 livres importants, pour moi en tout cas, que sont donc Carnation, Le Muret, qui a été présenté à Reynold Leclerc comme ça, et on l'a lu en entier et on lui a dit tout de suite oui, on y va. Et Le Fils du Lieutenant Tronchet, c'est pareil, c'est des auteurs, donc je parlais de désir d'expression, là c'est assez intéressant, c'est rare, ils l'ont fait sans financement, ils l'ont fait parce qu'ils avaient besoin de dire ce qu'ils ont dit dans ces livres-là. Et ça se ressent quand même. Donc on a travaillé avec Xavier, en fait parce que Ego Comics ne souhaitait plus faire de bande dessinée en dehors du print on demand, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que les commandes soient lancées et il aurait imprimé en fonction de tout ça, une toute petite structure. Et là c'est très rationnel comme décision, mais Xavier qui avait travaillé pendant 10 ans ne se voyait pas travailler comme ça. Et donc là, le défi pour nous, c'était de faire un livre qui soit exactement l'objet, encore une fois, auquel il avait rêvé. Donc, on a travaillé donc, avec Nejib Belhaj-Kassem, l'éditeur Martin Zeller et Xavier surtout, donc à cet aspect que vous connaissez, ce bleu nuit, on a fait plusieurs tests. Très belle édition. Oui, et on a fait aussi un travail sur le contenu, puisqu'il y avait toute une introduction d'une 50aine de pages qui n'avait rien à voir avec le sujet, enfin qui était, disons, une espèce de contournement du sujet du livre. Et en discutant avec Xavier, on lui a demandé de réduire les choses. Et on a vraiment travaillé sur ce livre comme un éditeur de littérature travaille sur un roman. Une des choses que je dis à l'équipe éditoriale, c'est que quand on reçoit un sujet, donc un synopsis ou un scénario, il faudrait se dire que ce que ça raconte pourrait être raconté dans un autre média, mais que la manière dont c'est raconté ne pourrait pas l'être dans un autre média. C'est-à-dire que les grands succès récents en bande dessinée abordent des sujets qui auraient pu être abordés au cinéma ou dans la littérature, mais ils ont quand même tous une forme. Je sais pas, par exemple, je pense à Quai d'Orsay. J'ai pas vu le film d'ailleurs, mais Quai d'Orsay, on voit bien, ça peut devenir un film, mais la bande dessinée elle-même, il y a des
séquences qui ne peuvent pas être montrées, racontées sous une autre forme que ce que Blin a fait. Je pense par exemple quand il se transforme en XOR ou des choses comme ça qui seraient ridicules presque. Je ne sais pas s'il l'a fait dans le film, je ne sais pas. Mais il y a une synthèse propre à la bande dessinée, parce que c'est pas une suite de photos comme on appelle ça vous savez, au cinéma, on dit c'est pas des arrêts sur image la bande dessinée. Il n'y a presque aucune image de bande dessinée qui est possible. Elle contracte en un dessin des actions, plusieurs actions en fait. C'est l'imaginaire entre les cases. Il y a l'imaginaire entre les cases, mais même le dessin lui-même. C'est pour ça qu'on a. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec les bandes dessinées qui cherchent à faire du cinéma sur papier, parce que en fait, on voit que c'est figé ou les choses très photographiques, c'est sans vie, parce que le propre de la bande dessinée, c'est dans les origines, les premiers, ça a été de restituer le mouvement, la vitesse, l'écoulement du temps. Et ça, il ne faut pas l'oublier au moment du passage à la réalisation d'une bande dessinée. Mais avant ça, quand on commence à choisir le livre, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on va faire ce livre plutôt que tel autre, il faudrait quand même que ce que ça raconte puisse être raconté dans un autre média. Merci Benoît de ton intervention qui était vraiment très très intéressante. Et... Il faut qu'on reparle des mises en place. Oui. C'est un débat permanent voilà, avec tous les éditeurs, pas seulement Casterman. Voilà, merci.